Bonjour à tous, chers participants, chers maîtres. Avec vous, Monsieur Baba Moussa, donc Sofiane, donc National Sales Manager des laboratoires Frater Azès. Laboratoire Frater Azès, c'est un laboratoire 100% algérien. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'honorer et d'animer ce webinaire ce soir, en collaboration, bien sûr, en étroite collaboration avec la Société algérienne de cardiologie, avec notre maître, cher maître, professeur Chettibi Mohamed, chef service de cardiologie de Bni Messous, comme orateur, et bien sûr, notre cher maître, professeur Karim Messaad, qui est ancien chef service de Bni Messous, le service de cardiologie, et qui est avec nous aujourd'hui comme modératrice. Donc, je vous remercie. Bien sûr, le thème va se porter sur actualité dans l'hypertension artérielle à la lumière des dernières recommandations de l'ISH 2020. Je vous remercie de votre intérêt et sans trop tarder, je passerai la parole à professeur Karim. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Madame Karim. Très bien, merci, merci Monsieur Baba Moussa, et je remercie bien sûr les laboratoires Frater de m'avoir invité à modérer ce webinaire dédié aux actualités récentes des recommandations de la Société internationale d'hypertension 2020. Et c'est vraiment un plaisir particulier, très appuyé et très honoré de collaborer avec le professeur Mohamed Chettibi dans cette séance de formation continue sur un sujet majeur qui est l'hypertension artérielle. Donc, dès maintenant, je pense que nous allons céder la parole au professeur Chettibi pour nous faire cette présentation. Puis, nous recueillerons au fur et à mesure les questions que vous poserez et auxquelles il répondra. Merci beaucoup, Madame Karim. Merci au laboratoire Frater de m'associer à ce webinaire à vos côtés. Je vais juste rectifier un petit quelque chose en tous les cas, l'introduction de Monsieur Baba Moussa. Madame Karim est toujours chef de service, en tous les cas pour nous. Elle est toujours chef de service à Bni Messous. On collabore parfaitement, on travaille au quotidien et pour moi, c'est un réel plaisir de l'avoir. Le président je vais juste appuyer c'est, je crois, l'exemple le plus frappant et le plus démonstratif de l'excellente collaboration qui devrait être généralisée entre l'ancien chef de service et le nouveau. Et c'est vraiment un plaisir très, très sincère. C'est un très grand plaisir. Voilà. Ouais. Alors, sans plus tarder, je vais partager ma communication. Ce n'est pas ma boîte mail. Alors, c'est bizarre, je n'ai plus de… Alors, PowerPoint, c'est bon. OK. Donc, en fait, l'idée avec Madame Karim était de parler de l'actualité de l'hypertension artérielle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, évidemment, l'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde. 1,4 milliard de personnes touchées dans le monde, un taux de mortalité très élevé, l'une des premières causes de mortalité en tous les cas dans le monde. Et il faut dire que la majorité de ces patients, plus de 70% des patients hypertendus, demeurent dans les pays en voie de développement comme l'Algérie. En Algérie, on estime que nous avons plus de 10 millions d'hypertendus. Pour la majorité d'entre eux, malheureusement, sous-diagnostiqués et souvent sous-traités. En tous les cas, les cibles ne sont pas atteintes. La deuxième raison est la publication toute récente des recommandations de la Société internationale d'hypertension, des recommandations publiées le 6 mai 2020, des recommandations où on va essayer de les décortiquer. Et déjà, de prime abord, je peux dire que c'est surtout un résumé, une simplification des recommandations de la Société européenne de 2018, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, en effet, dans ces recommandations de la Société internationale d'hypertension, c'est la même stratégie qu'avait adoptée en 2018 la Société européenne de cardiologie, une stratégie d'abord de traiter les patients plutôt à la carte, de confirmer initialement le diagnostic, d'évaluer le risque
des patients hypertendus, de les informer lors de la consultation d'avance, évidemment, et puis de les traiter et de les surveiller. Concernant le diagnostic d'hypertension artérielle, il n'y a pas eu de changement, hein. C'est la même manière. Il y a juste vraiment, et là c'est des recommandations très pratiques, et on le voit sur ce schéma qui a été d'ailleurs qui est publié dans le papier d'hypertension. On voit que c'est vraiment, on insiste sur l'aspect pratique, on explique aux praticiens, qu'ils soient généralistes, cardiologues ou autre spécialité, dans le détail près, comment prendre en charge, par exemple ici, comment diagnostiquer l'hypertension artérielle en consultation. On voit que le patient doit être en position assise, relaxé, le dos bien adossé et les pieds bien plats. Souvent, c'est des petits détails que malheureusement, qui nous échappent au moment de la consultation et qui font parfois la différence. Bien sûr, on insiste toujours sur le fait que le patient doit être relaxé au bout de minimum 5 minutes de relaxation. Absence d'excitant, de tabac 30 minutes avant la consultation. Il faut que la prise tensionnelle, on utilise un appareillage qui est validé et il faut 3 prises successives en consultation à 1 minute d'intervalle et il faut prendre les 2 dernières prises, en tous les cas la moyenne des 2 dernières prises. En matière de classification, quelques petits changements. Je vous ai mis un rappel ici de la Société européenne de cardiologie qui classait les chiffres tensionnels, soit des chiffres optimaux, une tension artérielle optimale, inférieure à 120/80, une tension artérielle normale, une tension artérielle dite normale haute, et puis les différents grades d'hypertension, grade 1, grade 2, grade 3, et l'hypertension artérielle systolique. Dans les dernières recommandations de la Société internationale d'hypertension, on a plutôt simplifié. On parle soit de chiffres tensionnels normaux, de tension artérielle normale inférieure à 130 de systolique et inférieure à 85 mm de mercure de diastolique. Une tension artérielle normale haute, ça c'est maintenu, avec des chiffres entre 130 et 139 pour la systolique, 85 et 85 mm de mercure pour la diastolique. Et puis 2 grades, HT1 grade 1, entre 140 mm de mercure et 159 mm de mercure pour la systolique, et 90 à 99 mm de mercure pour la diastolique. Et puis, une hypertension artérielle, grade 2, supérieure, la pression artérielle systolique supérieure à 160 mm de mercure, et ou la pression artérielle diastolique supérieure à 100 mm de mercure. Donc, il y a une petite différence dans la classification des chiffres tensionnels et des différents grades d'hypertension artérielle. Après, les 2 recommandations, que ce soit celle de la Société européenne ou celle de l'ISH, insistent sur le fait qu'il faille confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle et ne pas s'appuyer uniquement sur les chiffres obtenus dans le cabinet ou en consultation en tous les cas. Et il faut pour cela s'appuyer sur l'automesure ou bien sur la mesure ambulatoire de la pression artérielle. La MAPA est préférée à l'automesure à chaque fois qu'il y a une importante distance entre la mesure en consultation et l'automesure faite par le patient. À chaque fois qu'on retrouve des situations favorisant l'hypertension artérielle nocturne, telles que le syndrome d'apnée du sommeil, le diabète, la maladie rénale, et à chaque fois qu'on veut évaluer la variabilité tensionnelle et notamment rechercher le caractère d'hyper. Donc, dans toutes ces circonstances, il faut plutôt faire une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Les chiffres, que ce soit pour l'automesure ou pour la mesure ambulatoire, la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est exactement les mêmes chiffres, il n'y a pas eu de changement. On parle d'hypertension artérielle lorsque la moyenne des 24 heures est supérieure ou égale à 130 pour la systolique et ou 80 mm de mercure pour la diastolique. Nocturne, on parle d'hypertension artérielle nocturne lorsque diurne, les chiffres tensionnels sont supérieurs à 135 mm de mercure pour la systolique et ou 85 mm de mercure. Et puis, les chiffres des diurnes sont supérieurs ou égaux
à 120 mm de mercure pour la systolique et ou 70 mm de mercure pour la diastolique. Donc, on voit que ici, pour le diagnostic concernant l'automesure ou la MAPA, il n'y a pas de différence en termes, entre ces deux recommandations et ces deux sociétés. Une fois que le diagnostic est confirmé, ben, on revient à l'un des principes de William Osler qui nous dit qu'un bon médecin ne doit pas traiter la maladie. En l'occurrence, ici, on ne doit pas traiter les chiffres tensionnels. Mais un bon cardiologue généraliste ou un médecin d'autres spécialités doit traiter le patient hypertendu dans sa globalité. Pour cela, nous devons donc évaluer le risque global des patients hypertendus en s'aidant des chiffres, bien sûr, tensionnels obtenus, de la classification de l'hypertension artérielle basée sur les chiffres, mais aussi rechercher les facteurs de risque associés et évaluer, en tous les cas, apprécier le retentissement sur les organes cibles. Les facteurs de risque sont identiques, il n'y a pas eu de changement, hein, l'âge, le sexe, le diabète, le tabac, le cholestérol, l'acide urique, le diabète, le surpoids, l'hérédité familiale, etc. Par contre, dans l'évaluation du risque, ici je vous ai mis la classification de la Société européenne de 2018. Pour la Société européenne, pour l'ESC, ben, on a des patients hypertendus à très haut risque, des patients à haut risque, des patients à risque modéré et des patients à bas risque. Donc, on a 4 groupes de patients. Les patients à très haut risque sont ceux qui ont une maladie cardiovasculaire avérée, un diabète avec une atteinte d'un organe cible, une insuffisance rénale sévère avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, ou bien un score de risque supérieur à 10%. Les patients à haut risque sont les patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche, des patients qui ont une insuffisance rénale modérée, un score de risque entre 5 et 10%, ou bien des patients hypertendus associés à des facteurs de risque. Pour la Société internationale d'hypertension, on n'a que 3 groupes. Il n'y a pas le très haut risque. Il y a le bas risque, ce sont des patients qui ont une hypertension artérielle grade 1 ou bien une tension artérielle normale haute, mais pas d'autres facteurs de risque, ou bien des patients qui ont des chiffres tensionnels ou une pression artérielle normale haute associée à 1 à 2 facteurs de risque. Pour la majorité du reste des patients, dès qu'on a une hypertension artérielle grade 1 avec des facteurs de risque, plus de 3 facteurs de risque ou bien une atteinte d'organe cible, c'est des patients d'emblée à haut risque. Donc en fait, c'est plus facile de classifier. On n'a plus ces 4 groupes et d'emblée, dès qu'on est en face à un patient, on sait s'il est à bas risque, à risque modéré ou à risque élevé. Je trouve que c'est beaucoup plus simplifié. Alors, quand est-ce qu'il faut traiter ? Dans les recommandations de la Société européenne, on avait plusieurs algorithmes, des algorithmes parfois très difficiles à comprendre. Là aussi, c'est assez bien simplifié dans les dernières recommandations de la Société internationale d'hypertension. Et on a, en fait, pour tous les patients, il faut donner des règles hygiéno-diététiques, en tout cas un changement de style de vie. Et puis, pour le traitement, il faut d'emblée traiter les patients de manière médicamenteuse dès qu'on a une hypertension artérielle grade 2, ou bien les patients qui ont une HTA grade 1, mais qui sont à haut risque, c'est-à-dire qui ont des facteurs de risque associés, ou bien qui ont une atteinte d'un organe cible. Pour les patients qui ont une hypertension grade 1, mais à moins de 2 facteurs de risque, ces patients, on ne les traite pas d'emblée. On peut temporiser 3 à 6 mois avant et de revérifier, rechecker les chiffres tensionnels. Là aussi, en utilisant la consultation chez le médecin, mais aussi la MAPA et l'automesure avant de décider de traiter ces patients. Comment traiter ? Quelle thérapeutique associée ?
le principal changement des dernières recommandations de la Société européenne de 2018 par rapport aux recommandations de 2013 était de préconiser dans la plupart des cas, la plupart des patients hypertendus devaient avoir d'emblée une bithérapie et généralement sous forme d'association fixe afin d'améliorer l'observance de ces patients. Ben, là aussi, c'est très bien expliqué et on a maintenu ce dogme de traiter la plupart des patients avec une association fixe, hormis peut-être les patients très âgés ou âgés de plus de 80 ans ou bien des patients fragiles et les patients qui sont à bas risque, qui ont une hypertension grade 1 et plutôt à bas risque, c'est-à-dire associés à moins de 2 facteurs de risque. Pour le reste des patients, ben, on doit associer 2 classes thérapeutiques, idéalement en monothérapie, en association en monothérapie. Alors, pour ces classes thérapeutiques, c'est bien schématisé ici, hein, c'est A, C et D. A, c'est pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine, hein, les IEC ou bien les ARA2. Le C, c'est pour les inhibiteurs calciques et les dihydropyridines. Et le D, c'est pour les diurétiques, et notamment les diurétiques thiazédiques. Et on nous dit qu'il y a 4 étapes. L'étape 1, c'est d'entamer une association faible dose. Étape 2, en cas de l'atteinte de la cible n'est pas réalisée, ben, il faut augmenter les doses pour obtenir une association à pleine dose. La troisième étape est d'associer un troisième antihypertenseur. Et puis, enfin, la quatrième étape, associer la spironolactone à la dose de 12,5 au départ. Et puis, s'il le faut, atteindre la dose de 50 mg. Alors, quand est-ce qu'il faut donner les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les inhibiteurs calciques et les diurétiques? Dans la majorité des cas, ce sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui sont utilisés en première intention, associés à des inhibiteurs calciques, de préférence surtout chez le sujet de race noire, où les inhibiteurs calciques doivent être associés à des diurétiques. Dans le reste des groupes de patients, ben, il faut associer les bloqueurs du système rénine-angiotensine à un diurétique, éventuellement en post-AVC, chez les patients très âgés ou bien chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou une intolérance aux inhibiteurs calciques. Donc ici, dans ces recommandations, on favorise plutôt l'association des bloqueurs du système rénine-angiotensine à un inhibiteur calcique, sauf chez les patients en post-AVC, âgés ou bien en insuffisance cardiaque, où on a l'association préférée et les bloqueurs du système rénine-angiotensine avec un diurétique. Et au final, ben, il faudra associer, et surtout, on l'avait dit tout à l'heure avec notamment la devise d'Osler, il faut traiter les patients dans leur globalité, donc il faut agir sur le reste des facteurs de risque, à savoir le diabète avec le target de l'hémoglobine glyquée, le cholestérol, le LDL cholestérol, et là il faut vraiment appliquer les recommandations avec minimum une réduction de 50% du LDL, et donc il faut donner un traitement hypolipémiant. Donc, traiter les patients dans leur globalité et puis parfois associer l'aspirine uniquement en prévention secondaire, c'est-à-dire des patients hypertendus qui ont une maladie cardiovasculaire. Et l'aspirine ne doit pas être associée, en tous les cas ne doit pas être administrée en prévention primaire, idem que pour les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Alors, donc, si on résume, c'est globalement une manière plus pratique d'aborder l'hypertension artérielle. Il n'y a pas eu vraiment de nouveauté dans ces dernières recommandations. C'est très bien écrit et je conseillerais à tout le monde de les relire. Ça permet de prendre en charge de manière plus simplifiée les patients et on a l'impression vraiment d'avoir des recommandations de la Société européenne simplifiées. Et à cet effet, j'ai quelques petites remarques. J'ai mis sous le thème limite de ces recommandations. Ben, la première limite à mes yeux, c'est que
lorsqu'on édite de nouvelles recommandations, ben, il faut inclure les nouvelles études, ou en tout cas les études les plus récemment publiées. Je rappelle que les recommandations de la Société internationale d'hypertension datent d'il y a 7 ans. Et donc, je m'attendais à ce que vraiment on mette en avant les dernières études, notamment les études publiées fin 2018 et 2019, que n'a pas mis en avant les recommandations qui n'ont pas été mises en avant lors des recommandations de la Société européenne en 2018. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous citer une des études qui me plaît beaucoup, moi personnellement, c'est l'étude IGIA. L'étude IGIA, c'est une étude qui s'est intéressée à la chronologie du traitement. En fait, nous, cardiologues, moi personnellement, lorsque mes patients me demandent quand est-ce qu'il faut que je prenne mon traitement, ben, par analogie aux coronariens, notamment aux bêta-bloquants administrés chez le coronarien, ben, je leur dis qu'il faut les prendre le matin. Et donc, avant que je puisse lire cette étude, tous mes patients hypertendus, je préconisais en effet des traitements antihypertenseurs, je préconisais une prise plutôt matinale. Et l'étude IGIA s'est intéressée à cette problématique. Est-ce qu'il faut les traiter? Est-ce qu'il faut donner un traitement antihypertenseur le matin ou le soir? Et donc, elle a inclus, quand même, vous voyez le chiffre ici, plus de 19 000 patients, ce qui n'est pas rien, randomisés en 2 groupes, plus de 9 500 patients dans chaque groupe, avec un suivi et un critère primaire qui est composite. Et le suivi, il s'est fait en moyenne 6,3 années 6,2 années dans les 2 groupes. Donc, c'est un suivi qui est assez lent. Et pour certains patients, ils ont eu 10 ans de suivi. Voici le caractère démographique des patients. Et comme toute étude randomisée, il n'y a pas de différence en termes de population entre les 2 groupes. Par contre, le résultat est clair. Et on voit très bien que chez les patients qui vont prendre au moins un traitement antihypertenseur le soir avant le coucher, sur le critère primaire, il y a un bénéfice, un critère composite primaire, il y a un net bénéfice qui est rapidement obtenu dès la première année et puis qui se maintient au fil du suivi. Lorsqu'on s'intéresse à ce critère primaire qui est composite, ben en fait, sur tous les critères secondaires ou tous les critères composant ce critère composite, ben il y a un bénéfice. Exemple, sur l'AVC, sur les syndromes coronaires aigus, sur les événements cardiaques majeurs et mineurs, sur la mortalité toute cause, sur la mortalité cardiovasculaire, sur les AVC ischémiques, mais aussi hémorragiques, sur l'insuffisance cardiaque. Et donc, il y a un réel effet positif que de demander à un patient de prendre au moins un des traitements antihypertenseurs le soir avant le coucher. Ce bénéfice se retrouve également dans quasiment tous les sous-groupes. Le sexe, patient âgé, pas âgé, patient tabagique, pas tabagique, sur les grades d'hypertension artérielle, chez les diabétiques, chez les insuffisants rénaux. Et donc, on a un bénéfice net, en tout cas sur cette étude, de plus de 19 000 patients publiés dans l'European Heart Journal, qui est un journal qui est assez sérieux et qui est très bien coté, qui a été publié en octobre 2019. Et donc, c'est une étude qui, pour moi, aurait dû intégrer ces recommandations et peut-être que les auteurs de ces recommandations de la Société internationale auraient peut-être dû au moins mettre un chapitre sur ces données-là. La deuxième limite, c'est ces recommandations ont été publiées en pleine pandémie Covid-19. Le 6 mai, on était à plus de 5 mois après le début de l'épidémie en Chine, quelques mois après le début de la déclaration de la pandémie par l'OMS. Cette pandémie a impacté clairement nos patients, les professionnels de santé, les cardiologues, les généralistes. C'est la première cause de mortalité durant le mois d'avril, avant les cardiopathies, avant les cancers, etc. Et donc, peut-être que les auteurs des recommandations de la Société internationale d'hypertension auraient dû peut-être mettre un chapitre. Surtout que
cette nouvelle maladie, ben, l'hypertension artérielle a rapidement été pointée du doigt avec des patients qui avaient, en tous les cas sur les premières publications, nous disaient qu'ils avaient une surmortalité qui était liée à cette hypertension artérielle. 40% des patients décédés par Covid-19 en Chine dans les publications du mois de janvier et de février étaient hypertendus. 69% des patients en Italie, publication le 29 avril 2020, étaient hypertendus, 30% étaient sous ARA2, sous bloqueur du système rénine-angiotensine. Et en fait, ce qui ressortait, en tout cas, ce qui est ressorti après ces publications, c'est que l'hypertension était plutôt un facteur confondant, puisque le facteur prépondérant était l'âge, et c'est tout à fait normal, nous on le sait, hein, les cardiologues le savent, que l'hypertension, la prévalence d'hypertension est plus importante chez les patients âgés. La prévalence des pneumonies aussi bactériennes ou virales chez le sujet âgé. On sait que les patients les plus graves qui développent des pneumonies les plus graves bactériennes ou virales, ce sont les sujets âgés. Ici, un papier qui date de 1994 et on voit déjà dans ce groupe de patients, un groupe de plus de 4000 patients, 36% étaient hypertendus. Donc, c'est très clair et clair, c'est un facteur confondant et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude, aucune preuve scientifique qui a démontré qu'il y avait une association indépendante entre hypertension artérielle et le risque de développer une forme grave de la maladie Covid-19. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il fallait mettre au moins un paragraphe dans ces recommandations sur la maladie Covid-19, c'est la manière, en tout cas la façon dont ce virus va rentrer dans l'organisme via les récepteurs ACE2. Et cette ACE2, on l'a appris, nous cardiologues, grâce à cette maladie, on ne savait pas qu'il y avait une enzyme de conversion 2, alors que les infectiologues, depuis le début des années 2000, connaissent très bien cette métalloprotéinase qui a pour rôle de lyser, en tous les cas de transformer l'excès d'angiotensine 1 en angiotensine 1,9 et l'excès d'angiotensine 2 en angiotensine 1,7 qui est antioxydant, anti-inflammatoire, vasodilatateur et antifibrosant pour ces deux molécules. Et donc, après avoir bien compris le mécanisme d'infection, certains éditorialistes ont pointé du doigt les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les IEC, ou bien les ARA2, du fait du risque d'une surexpression du récepteur ACE2. Les IEC allaient agir en inhibant la transformation d'angiotensinogène angiotensine 1 en angiotensine 2, et donc le taux d'angiotensine 1 va augmenter dans le sang, et donc l'ACE2 va devoir être excrété en surplus pour transformer cette angiotensine 1. Et pour les ARA2, le fait d'augmenter, puisqu'ils vont bloquer le récepteur AT1, on aura un taux plus élevé d'angiotensine 2 et donc, de ce fait, une surexpression d'ACE2. Et donc, certains éditorialistes ont lancé un warning disant qu'il fallait faire attention et qu'il fallait peut-être arrêter les IEC et les ARA2 chez ces patients atteints de maladie Covid-19, avec cette balance dans le système rénine-angiotensine. Certains ont même publié des recommandations allant dans ce sens, qu'il fallait dans certains cas arrêter ces traitements antihypertenseurs. En fait, même dans des pays, et récemment, regardez cette publication publiée dans le JAMA, à New York, dans 12 hôpitaux, des patients admis entre le 1er mars et le 4 avril, plus de 5700 patients, 3000 patients étaient hypertendus, et ces patients hypertendus, 50% d'entre eux ont dû, en tout cas, se sont fait arrêter leur traitement d'hypertension par leur médecin. Ceci est lié au warning de certains éditorialistes. Mais en fait, aucune étude n'a démontré qu'il y avait une relation entre l'hypertension et la forme grave, ni entre les traitements et la forme grave. Bien au contraire, des études récentes ont démontré qu'il y avait plutôt un caractère protecteur
des bloqueurs du système rénine-angiotensine, puisque vous voyez ici, 3,7% des patients qui étaient sous IEC ou ARA2, la mortalité de ce groupe était uniquement de 3,7%, alors que les patients qui n'étaient pas traités par ces traitements, la mortalité était, les patients hypertendus qui n'étaient pas traités par les bloqueurs du système rénine-angiotensine, la mortalité frisait les 10%. Donc il y avait un rôle qui était protecteur, qui est probablement protecteur, qui est connu déjà avant la maladie Covid-19, si on voit les papiers des patients des pneumopathies bactériennes ou virales. Et lorsqu'on voit ces papiers, on voit que les bloqueurs du système rénine-angiotensine seraient plutôt protecteurs vis-à-vis des formes graves de pneumonie bactérienne ou virale. Ceci a entraîné donc la publication de plusieurs recommandations de toutes les sociétés internationales, l'ESC, l'ACC, l'ESH, et malheureusement, dans la Société internationale d'hypertension, on n'a pas vu dans les recommandations un petit paragraphe sur la maladie Covid-19, même si le 16 mars, cette société a lancé des recommandations de ne pas arrêter les traitements chez ces patients. Donc, au final, ces recommandations n'ont pas ramené de grandes nouveautés, ce sont plutôt une simplification de la prise en charge, et donc j'encourage vivement les collègues de les lire dans le détail. En 30 minutes, on ne peut pas les évoquer tous les détails, mais c'est vraiment des recommandations, en tous les cas, simplification de la prise en charge de nos patients hypertendus. Et comme deuxième conclusion, il faut, dans cette période de pandémie, on est en pré-déconfinement total, le virus ne va pas disparaître. Le virus SARS-CoV-2 ne va pas disparaître du jour au lendemain comme il est apparu. Il faut rester vigilant et il faut surtout rester vigilant de ne pas avoir la double peine, à savoir ne pas sous-traiter nos patients et perdre contact avec nos patients chroniques, notamment nos patients hypertendus. Et je vous remercie. Alors, c'est là que j'interviens normalement. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci, professeur Strebe, pour cet excellent exposé. D'ailleurs, comme d'habitude, vous brillez de plus en plus de mille feux quand c'est vrai des présentations claires, dictactiques et qui vont répondre certainement à toutes les questions que se posent déjà les participants. Alors, par rapport à ces recommandations, ce que je trouve elles ont été, quand même, le souci, c'est la simplicité. Parce que c'est vrai que les recommandations de 2018 étaient très bonnes aussi, hein, puisqu'elles sont allées quand même dans le détail par rapport à certaines populations, mais en fait, ces recommandations confirment, elles ont confirmé, c'est déjà bien de confirmer que les recommandations de 2018 étaient bonnes déjà. Donc, par rapport à ces données-là, je trouve que la simplicité aussi aide à la prise en charge cohérente du patient, parce que faire tel examen ou tel examen ou tel examen et compliquer les situations n'aide pas beaucoup les praticiens à donc prendre en charge leurs malades. Alors maintenant, je crois que nous allons recueillir les questions des participants. Alors, je vais juste faire une petite remarque. Je vois qu'il y a beaucoup de participants, malheureusement, qui ont mis leurs questions sur l'onglet converser. Les questions, il faut que les questions soient sur l'onglet Q&R. Donc, si on ne pose pas votre question, peut-être qu'elle est dans l'onglet converser. Ne nous en voulez pas. Alors, je regarde les questions. Alors, le docteur Senhaji Zaki a posé la question du traitement d'hypertension chez les plus de 80 ans à la carte, personnalisé. Alors, ça, c'est la première question. On va répondre question par question, je pense, Madame Crément. Oui, oui. Alors, Zaki, d'ailleurs, je tiens à le saluer parce qu'il s'occupe sur les réseaux sociaux
de la page staff de cardiologie et vraiment, ils sont en train de faire un super travail. Donc, bravo Zaki pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu publies tous les jours. Il y a 2 ou 3 publications au moins par jour, donc bravo. C'est une superbe question. Effectivement, chez les patients de plus de 80 ans, à un certain moment, on nous disait que les patients âgés étaient plutôt à haut risque et il faut être le plus invasif possible, entre guillemets, ce sont des sujets à haut risque. Il faut y aller et il faut les traiter pour abaisser les chiffres tensionnels. En fait, ce qui ressort des recommandations et ce que vous savez déjà de l'ESC 2018, c'est que chez ce groupe de patients qui est plutôt fragile, il ne faut pas s'acharner à avoir des chiffres tensionnels trop bas d'une part. C'est une très bonne indication de la monothérapie. Chez les personnes âgées, et même moins de 80 ans, mais qu'on juge fragile, il faut plutôt d'emblée commencer par une monothérapie et non pas aller d'emblée à la bithérapie du fait de risques, notamment d'hypertension orthostatique, etc. Donc oui, traitement personnalisé chez le patient de plus de 80 ans. Chez les patients de plus de 80 ans, on sait que la part de la rigidité artérielle est très importante. Donc, il faut privilégier plutôt les inhibiteurs calciques. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si vous faites la même chose, Madame Krim. Oui, chez les patients oui. très âgés, il Oui. est plus intéressant de privilégier les inhibiteurs calciques. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je fais personnellement. Chez les plus de 80 ans, il faut aussi, bon, c'est la monothérapie, elle a été précisée et redite, mais aussi la cible tensionnelle doit être plus élevée que chez le sujet jeune. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'acharner à baisser trop la tension et il faudrait qu'elle soit entre 130 et 140. Alors que chez les sujets plus jeunes, on peut descendre à moins de 130 sans descendre à moins de 120 mm de mercure. Donc, il faut des traitements qui ne soient pas trop agressifs chez les plus de 80 ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une deuxième question ici. Alors, c'est le docteur Hajarsi Nasruddin. Est-ce que l'apparition d'un AVC survient chez un hypertendu en relaxation complète ou après un stress ou un effort important? Alors, vous savez, l'AVC, c'est un peu comme l'infarctus du myocarde, en tout cas comme les syndromes coronaires aigus. Hein. Effectivement, il y a des targets qui sont connus, et notamment le petit matin. Et justement, c'est peut-être l'une des raisons de la réussite de l'étude IGA sur les prises tensionnelles, les prises de traitement antihypertenseur, au moins un antihypertenseur avant le coucher. Je ne sais pas comment vous faites, vous, Madame Krim, à vos patients hypertendus. Est-ce que vous donnez un traitement plutôt le matin ou vous préconisez à vos patients au moins un traitement antihypertenseur? Et l'une des raisons, en tous les cas, en tout cas, l'une des explications des auteurs de l'étude IGA dans l'European Heart Journal était justement cette tension artérielle nocturne qui est très importante sur le risque cardiovasculaire, mais aussi la protection du passage en tous les cas, à l'éveil, du sommeil vers l'éveil et la protection contre les AVC, les syndromes coronaires aigus. C'est l'une des explications. Qu'est-ce que vous faites, vous, en pratique? Moi, j'ai switché justement la prescription des antihypertenseurs. Avant, je prescrivais le matin. On prenait par exemple une prise matinale et puis s'il y a un deuxième médicament, parce qu'il y a des patients qui ont une double association fixe, je la donnais le matin. Et s'il y a un deuxième anti-hypertenseur, je le donnais le soir. Mais maintenant, j'ai switché. Je prescris les traitements le soir parce que j'ai bien sûr j'ai lu cette étude et il y avait effectivement des arguments très sérieux. Et puis, je rappelle aussi que les AVC surviennent surtout chez les sujets hypertendus, disons, d'un certain âge, au petit matin. C'est la fréquence des AVC ischémiques dus à justement des dysfonctionnements ou des déséquilibres de la tension surviennent au petit matin. Donc, en prescrivant le traitement le soir, on
vraiment, on prévoit bien la survenue de ces accidents. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. La prescription maintenant des antihypertenseurs, c'est surtout le soir. Ça protège mieux les patients. Vous entendez? Oui, oui, c'est parfait, madame. OK. OK. Donc, troisième question. Là, je crois que le docteur Mejras Mohamed pose une question concernant voilà, par quelle molécule remplacer le bisoprolol en cas de bithérapie chez un hypertendu migraineux qui présente des troubles érectiles causés par le bisoprolol. Alors, je crois que c'est le moment de lui rappeler que la bithérapie dans les nouvelles recommandations ne comporte pas de bêta-bloquants. Voilà. Tout à fait. Les bêta-bloquants chez le patient hypertendu sont peut-être l'unique, en tous les cas, on peut les utiliser chez les patients qui sont coronariens, des patients coronariens ou bien des patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Donc, hypertendu avec dysfonction ventriculaire gauche, peut-être qu'on pourrait éventuellement mettre un traitement bêta-bloquant. Mais les bêta-bloquants chez les hypertendus de manière générale ne sont pas mis en association avec les autres thérapeutiques antihypertensifs, en tous les cas de prime abord. Oui, donc les bêta-bloquants, c'est rappelé aussi dans les recommandations 2020. Chaque fois qu'on a une pathologie bien précise qui nécessite la prescription de bêta-bloquants, mais qui sont aussi hypertendus, tels que l'insuffisance cardiaque, les infarctus, les coronariens, ou même les fibrillations auriculaires. Parce qu'il y a des patients qui ont des fibrillations auriculaires hypertendues et qui ont des bêta-bloquants dans le cadre de leur fibrillation auriculaire. Là, oui, mais pas pour, disons, traiter l'hypertension artérielle. Donc voilà, je pense qu'on a répondu. Tout à fait. Ensuite, troisième question, comment expliquer que le diabétique est en général au moins à haut risque cardiovasculaire alors qu'il faut une hypertension artérielle grade 3 pour classer le patient à haut risque et selon l'étude PURE, la principale cause d'événements cardiaques et de mortalité cardiaque et d'hypertension. C'est le docteur Mamri Amina de Constantine. Alors, je profite pour saluer le docteur Mamri qui est très active, elle aussi, dans le groupe C3 et qui publie assez fréquemment dans le groupe C3. Effectivement, lorsqu'on regarde dans certaines, notamment celle de l'ESC peut-être, où il peut y avoir une confusion. Mais en fait, en réalité, le diabétique, d'emblée, est à haut risque dans ses recommandations. Dès qu'il a des chiffres tensionnels de plus de 130 mm de mercure, le patient diabétique est classé d'emblée à haut risque. Lorsqu'on regarde les recommandations de la Société européenne, là aussi, d'emblée, il est classé dans le risque modéré à haut risque dès qu'il a les chiffres de 130 mm de mercure. Donc, effectivement, dans ces recommandations, et c'est une très bonne remarque, le diabétique est plutôt classé d'emblée à haut risque cardiovasculaire et c'est mieux spécifié dans ces recommandations que ne l'était dans les recommandations de la Société européenne en 2018. Très bien. Donc, prochaine question, c'est quelle est la place de l'aspirine 100 mg à faible dose chez l'hypertendu? Alors, je l'avais dit sur une slide, l'aspirine en prévention primaire n'est plus administrée, Voilà. c'est classe 3, oui. du fait d'un surrisque hémorragique, notamment gastro-intestinal, qui balance le potentiel risque bénéfique. Par contre, elle est indiquée en prévention secondaire chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, un syndrome coronaire aigu, un AVC, une artériopathie des membres inférieurs. Ces patients doivent être sous aspirine faible dose. C'était le docteur Harar Mohamed. Hein? J'ai oublié de signaler son nom. Alors, la question suivante. Est-ce que vous prenez en considération les quelques chiffres tensionnels élevés et des fois très élevés sur la MAPA alors que la tension artérielle moyenne est dans les normes? C'est le docteur Mahmoudi Faisal. Alors, est-ce que vous prenez en considération quelques chiffres tensionnels? oui. Oui. En fait, ce
qui est clair dans la mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est vrai que certains d'entre nous regardent le graphe sur la MAPA et lorsqu'ils voient les quelques pics, ils se disent ah, peut-être mon patient est hypertendu. En fait, c'est des réactions normales. On a tous des pics dans la journée. Hein. Nous, quand on arrive le matin, moi et Madame Krim, à l'hôpital, je peux vous dire qu'on a, qu'on a des chiffres tensionnels qui frisent les 220, 230 dès qu'on commence le matin, et puis ça va commencer à diminuer au fil de la résolution des problèmes rencontrés tôt le matin. Donc, c'était une réaction qui est tout à fait normale et physiologique à certaines réactions physiologiques du corps humain. Ce qui importe, ce sont les moyennes. La moyenne sur les 24 heures et la moyenne diurne et nocturne. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, c'est très bien expliqué, qu'on va poser le diagnostic d'hypertension artérielle et du grade de l'hypertension artérielle. Ok, très bien. Alors, le docteur Beradia, que je salue en passant, parce que le docteur Beradia a fait sa cardiologie à l'hôpital de Douéra lorsque j'y étais. Et donc, ça me fait plaisir de le saluer. Quelle classe thérapeutique vous préférez en cas de résistance à la MAPA, à une quadrithérapie bien conduite selon les recommandations chez un patient qui suit bien son régime, adhérent à son régime? C'est une très bonne remarque. Oui. En fait, très bonne question. L'hypertension résistante reste pour nous un réel problème. On avait un espoir dans les années 2010-2011 avec l'avènement de la dénervation rénale et les premiers résultats très encourageants. On avait vraiment un réel espoir chez ces patients. Il faut savoir que c'est des patients qui ont malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, une lourde morbimortalité, risque d'AVC, des démences vasculaires beaucoup trop rapides chez ces patients, des insuffisances rénales accélérées, etc. Donc, c'est un groupe de patients où malheureusement, en tous les cas, il y a une forte morbimortalité. Alors, comment faire chez ces patients? S'ils résistent, d'ailleurs, il faut suivre les différentes étapes que nous avons démontrées tout à l'heure. L'association d'un bloqueur du système rénine-angiotensine, d'un inhibiteur calcique, d'un diurétique et en quatrième solution, de la spironolactone. Et si malgré ça, le patient reste résistant à ces traitements, nous, ce qu'on fait de manière habituelle, ce sont les inhibiteurs du système nerveux central qui peuvent marcher parfois, mais souvent, malheureusement, si la spironolactone ne donne pas, souvent, ce sont des patients qui, malheureusement, vont rester résistants. Et pour l'instant, nous n'avons pas de grande solution. Il y a beaucoup d'espoir avec le retour de la dénervation rénale, mais cette fois-ci avec des dispositifs beaucoup plus efficaces, des dispositifs qui permettent vraiment de griller le système nerveux sympathique tout autour de l'artère rénale. Il y a aussi des espoirs avec la création de fistules artério-veineuses de manière interventionnelle qui permettrait une chute des chiffres tensionnels. Et peut-être, sur le plan médical, je dis peut-être, nous avons vu durant l'année 2019 les thérapeutiques, les nouveaux traitements du diabète, mais qui peuvent agir sur les chiffres tensionnels également. Je parle notamment des glyphosines, où le fait d'entraîner une glucosyrurie, mais également une natriurèse, va permettre de réduire les chiffres tensionnels, peut-être qu'associer ces traitements, mais là, ça demande aussi des travaux et des études randomisées pour le prouver. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, on est très embêté lorsqu'on a un patient qui a une hypertension artérielle résistante. Il faut aussi ne pas oublier, là c'est très important, c'est parfois on donne une étiquette trop rapide au patient qu'il a une hypertension artérielle résistante, alors qu'on n'a pas cherché une cause secondaire. Donc n'hésitez pas à chercher une cause secondaire, même chez les patients entre guillemets plus ou moins âgés qui ont une hypertension résistante. Donc on n'a pas le droit de parler d'hypertension résistante si uniquement le patient ne répond pas au traitement. Il faut aussi chercher une cause secondaire. S'il n'y a pas de cause secondaire et il ne répond pas au traitement,
là, on a le droit de parler d'hypertension artérielle résistante. Très bien, c'est vraiment sur ce quoi je voulais insister, c'est de chercher vraiment, se demander s'il n'y a pas une cause secondaire. Et malheureusement, il y a encore des patients qui ont des causes secondaires et qui ne sont pas diagnostiquées précocement et qui sont traités plusieurs années alors qu'il y avait par exemple un adénome de Cohn qui grossissait ou un phéochromocytome, etc. Donc c'est très important d'être sûr qu'il n'y a pas une cause secondaire, une hypertension secondaire. Alors, la question suivante, c'est le docteur Sofiane Mohamed qui pose la question de savoir à quelle heure, enfin, ce n'est pas un hypertendu, c'est un diabétique, mais qui a une microalbuminurie et qui est sous sartan, pour cette microalbuminurie, mais il n'est pas hypertendu. À quelle heure il prend le comprimé, le matin ou le soir? Il faut faire une étude sur ça. C'est vrai qu'en cette période de pandémie de Covid-19, la base des évidences médecine a pris un gros coup avec le Lancet Gate. Et je pense qu'il faut rester scientifique, qu'il faut rester médecin, il faut avoir les réflexes qu'on avait avant. On n'a pas le droit de traiter les patients sur une hypothétique positivité d'un traitement, il faut le prouver. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu passer d'études qui s'intéresseraient uniquement à la microalbuminurie et est-ce qu'il faut traiter le matin ou le soir. Peut-être qu'on va donner à un de nos assistants du service ce travail-là à faire. Alors, docteur Keshout Mounia, je pense que c'est un simple commentaire qui rapporte donc l'impact du stress et de l'angoisse du coronavirus qui a aggravé la situation des hypertendus. Alors, c'est un commentaire, une interrogation, mais qui est tout à fait vrai. C'est vrai, et nous l'avons remarqué, et il y a les études mondiales qui l'ont démontré, il y a une panique qui s'est emparée de la population et des médecins aussi. Et donc, on a vu le nombre d'AVC diminuer. On a une série qui a été publiée, je crois, dans New England, une série américaine, qui a comparé tous les centres, en tous les cas plus de 800 centres de radiologie, et qui ont comparé l'année 2019 à 2020 sur l'imagerie cérébrale et sur les AVC. On voit nettement qu'il y a une chute de plus de 30% du nombre d'AVC dans la période où l'épidémie s'est déclarée aux États-Unis. Le même constat a été fait dans les syndromes coronaires aigus, notamment les syndromes coronaires aigus ST+. Plusieurs publications chinoises, européennes ont démontré qu'il y avait, durant cette période-là, une réduction de plus de 25% des ST+, traités. Et ceux qui étaient traités, malheureusement, étaient traités tardivement. Et nous aussi, on a vu ça dans nos urgences de cardiologie, que les patients, même jusqu'à maintenant, malheureusement, arrivent tardivement alors qu'on avait réellement réduit le délai patient et le délai système. Donc, il y a un impact réel de cette psychose globale. Un papier italien aussi a clairement démontré qu'il y avait même un taux de décès d'origine cardiaque en dehors de l'hôpital, en extra-hospitalier, qui était beaucoup plus élevé dans les régions où l'épidémie était plus forte. Donc, on voit que réellement, il y a eu un impact. Et c'est notre rôle à nous, en tant que médecins, d'essayer de rassurer tout le monde, rassurer les collègues, beaucoup communiquer là-dessus. C'est ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs, depuis le début de la pandémie. Et surtout, ne pas perdre contact avec ces patients. Nous, dans le service, on a pris parti de faire de la téléconsultation et ça nous a permis de ne pas perdre contact avec nos patients, en tous les cas avec les patients qui étaient les plus graves, notamment les insuffisants cardiaques, les hypertendus avec atteinte des organes cibles, etc. Donc, c'est une réelle problématique, d'où d'ailleurs la dernière slide de conclusion. Il faut, en tous les cas, il faut continuer à éviter cette double peine que d'avoir
notamment une surmortalité liée au Covid, mais surtout une surmortalité liée à toutes les pathologies chroniques non suivies ou non suffisamment traitées durant cette période. Alors, très bien. Nous avons aussi encore une question du docteur Beradia. Alors, là, je pense qu'il parle des hypertendus qui ont été diagnostiqués durant cette période de pandémie. Y a-t-il une place aux IEC pour les nouveaux cas d'hypertension durant cette période de pandémie? Puis tout de suite après, est-ce que les IEC et les ARA2 sont des protecteurs? Alors, c'est vrai que je l'ai un peu survolé. Il est vrai qu'au départ, au tout début, lorsqu'on commençait à comprendre comment ce virus rentrait dans le corps, infectait le corps humain via ce fameux récepteur ACE2, il y a eu une alerte disant que les patients hypertendus sous les bloqueurs du système rénine-angiotensienne, qu'ils soient IEC ou ARA2, allaient avoir un surrisque de forme grave. Et il est vrai qu'un premier réflexe était soit d'arrêter les traitements chez les patients qui étaient sous IEC ARA2, et chez les nouveaux hypertendus, moi-même je l'ai fait au début de pandémie, je ne donnais pas les bloqueurs du système rénine-angiotensin. En fait, après avoir mieux étudié et après avoir vu certaines publications, plusieurs publications, en fait, il n'y a non seulement pas d'effet délétère, aucune publication n'a montré qu'il y avait un effet délétère des IEC ou des ARA2 sur les patients qui hypertendus traités par ces traitements et qui étaient atteints du Covid-19. Aucune publication n'a montré qu'il y avait une surmortalité, en tous les cas un caractère indépendant de ces traitements sur la mortalité. Mieux encore, plusieurs publications ont démontré qu'ils étaient plutôt protecteurs. Et j'avais montré une slide où des patients hypertendus sur une étude rétrospective chinoise qui a cherché à voir tous les décès et notamment des décès chez les patients hypertendus et quels étaient leurs traitements. Les patients hypertendus qui n'étaient pas sous bloqueur du système rénine-angiotensin, qui n'étaient pas sous IEC ou ARA2, avaient une mortalité qui frisait les 10%, ce qui est retrouvé généralement, ce qui a été retrouvé en tout cas dans les populations mondiales. Par contre, chez les patients qui étaient sous IEC ARA2, hypertendus IEC ARA2, la mortalité ne dépassait pas les 4%. Et donc, ce papier a évoqué le caractère protecteur. Et ce caractère protecteur avait déjà été évoqué. J'avais retrouvé dans une précédente présentation plusieurs papiers de pneumologues qui avaient étudié les facteurs protecteurs et les facteurs délétères de mortalité, en tous les cas de morbimortalité chez les patients atteints de pneumonie bactérienne ou virale. Et plusieurs papiers ont démontré que les IEC et les ARA2 étaient plutôt protecteurs dans ce groupe de patients. Donc, moi, je pense qu'il y a réellement un effet protecteur. Alors après, il faut clairement le démontrer dans la maladie Covid-19. Et ça, ce n'est pas chose facile. En tous les cas, il n'y a pas d'effet délétère, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un effet protecteur? Je dirais très fort, très probablement. Ok, très bien. Alors, je suis en train de regarder un petit peu. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, je regarde par rapport aux questions qui se ressemblent et qu'on pourrait grouper. Donnez-moi une seconde. Alors, docteur Sanhaji Zaki, merci professeur Chatebi pour cette excellente mise au point. Hein, ça fait toujours plaisir en attendant de trouver la question. Alors, comment, en cas de trithérapie, comment faire le choix de l'horaire de la prise des antihypertenseurs, la matinée ou la soirée dans le cas d'une trithérapie? Alors, ce qui est clair, en tous les cas avec l'étude IGIAS, lorsqu'on a une trithérapie, c'est déjà beaucoup plus simple. Il suffit de mettre un des traitements antihypertenseurs, au moins un des traitements le soir. Je ne pense pas qu'il faille mettre tous les traitements en une seule prise le soir, mais au moins un des traitements antihypertenseurs, et c'est ce qui a été démontré, au moins un des traitements antihypertenseurs devrait être mis le soir. Alors, quand est-ce que le soir?
Et l'étude IGIA le dit très bien, c'est avant le coucher. Ce n'est pas au moment du dîner, c'est avant le coucher. Il faut mettre au moins un traitement antihypertenseur. C'est beaucoup plus simple chez les patients qui ont une trithérapie. Chez les patients qui ont une monothérapie, c'est là où le problème se pose. Pour le changement de nos pratiques, en tous les cas, moi, j'ai débuté depuis maintenant quelques semaines. J'ai tous mes patients hypertendus qui viennent me voir, nouvellement hypertendus ou qui viennent me voir en consultation. J'ai changé, j'ai profité du mois de Ramadan pour changer les horaires, en tout cas les prises, en mettant les traitements plutôt avant le coucher. Alors, il y a un spectateur anonyme qui demande, qui pose la question. Vous avez parlé de la prévalence de l'hypertension en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner la référence? Alors, il y a plusieurs références. Il y a déjà l'étude SAHA 1 en 2004, mais il y a aussi les études de Stepwise. Et je crois que j'avais mis les références sur la slide. Hein. Donc alors, si je peux compléter la réponse, oui, bien sûr. Il y a eu trois grandes enquêtes et la quatrième qui a donné ses conclusions, ses résultats en 2018 et même en 2019, parce qu'en fait, elle a été menée en 2018, mais elle a donné les résultats en 2019. Donc, Stepwise, la première Stepwise qui avait donné 25%, la SAHA qui avait donné 34%, mais qui est déjà très, très ancienne. Très ancienne, tout à fait. Il y avait aussi l'étude, enfin l'enquête qui avait été menée par l'INSP, qui avait trouvé à 25,6 également. Et la dernière, c'est l'OMS, les résultats de l'enquête de l'OMS qui a été publiée en 2019 et qui donne 25%. Donc, on est sûr que 25% de la population algérienne adulte est hypertendue. C'est la dernière étude qui a été menée donc sous l'égide de l'OMS avec une méthodologie très sérieuse. Ensuite, donc alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. Qui sont un petit peu… Il y a une question qui pose la question comment choisir entre un ARA2 ou un IEC en association avec les inhibiteurs calciques. Alors, tout dépend du profil des patients. Nous, en cardiologie, on a beaucoup de patients qui sont insuffisants cardiaques, qui sont coronariens, qui sont diabétiques. Et donc, on a une préférence plutôt, d'ailleurs, dans les recommandations, on dit IEC et ou A2, donc IEC en premier. Maintenant, chez les patients hypertendus, mais qui n'est pas coronarien, qui n'a pas une insuffisance cardiaque, vous pouvez mettre l'un ou l'autre des classes thérapeutiques. Alors, merci. Le docteur Haïssam, la place du stress et des facteurs psychosociologiques dans la prise en charge de l'HTA, dans les recommandations récentes et dans votre pratique au quotidien. Et merci par avance, professeur Stribi et professeur Krib. J'ai eu l'honneur d'avoir passé mon stage d'externat chez vous à Douéra. Voilà, donc la question vous est adressée. La place du stress et des facteurs psychosociologiques dans la prise en charge de l'HTA, dans les recommandations récentes et dans votre pratique au quotidien. Alors, ce n'est pas clairement cité. Ce qui est clair, c'est que l'environnement joue énormément sur les pathologies cardiovasculaires. Et je dirais pas uniquement le stress. Parce que c'est très difficile d'évaluer le stress, en fait. Il y a un stress positif. Lorsque vous partez le matin et vous avez, même si vous avez le métier le plus stressant au monde, mais vous vous réveillez et vous avez envie d'aller travailler, ça c'est plutôt un stress positif. Et les stress négatifs, bon, je donne l'exemple du travail, hein, mais il y a d'autres éléments stressants. Si vous vous levez le matin et vous n'avez pas envie d'aller travailler, c'est clair que ça devient un stress négatif. En tout cas, les facteurs environnementaux jouent énormément, mais c'est très difficile de prouver
l'effet du stress sur une telle ou telle pathologie. Par contre, ce qui a été clairement démontré, ce sont l'autre facteur environnemental, notamment la pollution. Et ça a été démontré depuis plusieurs années qu'il y avait un réel effet de la pollution sur les maladies cardiovasculaires et notamment sur l'hypertension artérielle. Il y a un papier anglais qui a été publié il y a plusieurs années par mon ami Alim de Liverpool, qui a fait 2 ans de travaux, mais vraiment des travaux de recherche en mettant des patients dans des conditions particulières qui étaient limites sur le plan éthique et qui a clairement démontré qu'il y a un réel effet des facteurs polluants sur les maladies cardiovasculaires et notamment sur l'hypertension artérielle. Donc, l'environnement joue énormément. L'un des traitements de l'hypertension artérielle est le changement de style de vie. Je préfère ce mot aux règles hygiéno-diététiques. Changement de style de vie, dans le changement de style de vie, il faut bien sûr rechercher les facteurs stressants, mais les stress négatifs, et plutôt les évincer. Et on gagnerait, en tous les cas, les rechercher chez nos patients. Ok, merci. Donc, le docteur Boutouchent, que je salue, donc vous pose la question de connaître votre préférence thérapeutique chez le diabétique. Alors, personnellement, j'essaie le plus possible de suivre ce qui est recommandé en tout cas, ce qui est recommandé dans les publications les plus récentes. Ce qui est clair, c'est que chez les diabétiques, il faut mettre diabétique de moins de 80 ans et diabétique pas fragile, il faut mettre d'emblée une bithérapie en incluant un inhibiteur, un bloqueur du système rénine-angiotensin. Maintenant, chez les patients dans le post-AVC, les patients âgés, il est préférable d'associer à ces traitements plutôt un inhibiteur calcique. Voici ma conduite à tenir habituelle. Je ne sais pas si vous faites comme moi ou vous faites différemment. Oui, très bien. Alors, que pensez-vous du bêta-bloquant en quadrithérapie à la place de la spironolactone, surtout chez le diabétique? C'est le docteur Ould Gassem Brahim. Alors, ce qui est clair, c'est que ce soit dans les recommandations 2018 ou les recommandations de la Société internationale, il est clair qu'il y a un rôle bien défini de la spironolactone en cas d'hypertension, entre guillemets, dite résistante, c'est-à-dire après avoir mis au moins 3 traitements. Il n'y a pas de place des bêta-bloquants. Maintenant, une fois qu'on va mettre ce spironolactone, là, on va rajouter un bêta-bloquant, rajouter un inhibiteur central, mais remplacer la spironolactone par bêta-bloquant, ce n'est pas ce qui est recommandé. Alors, donc, quelle est la place d'une statine chez un hypertendu diabétique d'un sujet âgé? C'est le docteur Harar Mohamed. Alors, je l'avais dit tout à l'heure sur une de mes slides, il faut prendre les patients dans leur globalité. Et lorsqu'on traite un patient hypertendu, on ne traite pas uniquement les chiffres tensionnels, mais on traite un patient diabétique et on doit regarder de très près les chiffres de LDL, notamment LDL cholestérol. Et chez ces patients, le patient diabétique est d'emblée classé à haut risque. On doit s'acharner à avoir des chiffres bas, à savoir un LDL cholestérol, au moins avoir une réduction de plus de 50% si on n'atteint pas les 0 grammes par litre de LDL cholestérol. Donc, il faut réellement, il est clair que chez ces patients, il y a une place à la statine associée au traitement anti-hypertension. Alors, je crois qu'on va prendre la dernière question. Oui, je suis en train de… Il faudra sélectionner. C'est vrai qu'il y a eu… Il y a eu une très bonne participation. Il y a eu une très bonne participation. Alors, concernant la chronothérapie, c'est le docteur Boutouchent. Concernant la chronothérapie en cas de patient d'hyper, voire extrême d'hyper,
donner le traitement le soir ne serait-il pas à éviter? Ce n'est pas ce qui a été démontré. Ce n'est pas du tout ce qui a été démontré. Au contraire, même chez les patients qui avaient plutôt des chiffres tensionnels nocturnes normaux, entre guillemets normaux, a tiré bénéfice d'avoir au moins un traitement antihypertenseur le soir. Je l'avais montré sur une de mes slides sur l'étude IGA. Lorsqu'on regarde les sous-groupes, eh ben, ça a été parfaitement étudié dans ces sous-groupes. Bien sûr, il faut avoir une attention un peu particulière dans l'étude des sous-groupes, mais ça a été démontré dans le sous-groupe où les chiffres tensionnels nocturnes sont plutôt bas, ben, il tirait quand même bénéfice d'avoir un traitement antihypertenseur, au moins un traitement antihypertenseur avant le coucher. Alors, il y a une question, je crois que c'est plutôt aux organisateurs. Merci beaucoup pour cette présentation. Serait-il possible d'avoir le lien pour revisionner? Docteur Kahina Werdan. Ça, c'est… Il n'y a pas de souci, ça va être enregistré et ça va être diffusé. Ouais. Alors, il y a une bonne question là par rapport au régime alimentaire pauvre en sel de table. Merci pour cette excellente conférence. Juste concernant le régime alimentaire pauvre en sel de table, quelle est l'alternative pour les apports en minéraux pour bien équilibrer sa tension artérielle? Celle de l'Himalaya, magnésium, potassium. C'est le docteur Ben Meki. Alors, moi, personnellement, je suis contre le sel de substitution, qui est souvent riche en potassium. Et on a vu que chez nos patients posaient réellement un problème, notamment les patients qu'on devait mettre par la suite sous spironolactone. Donc, j'évite réellement de donner un sel de substitution à mes patients. J'essaie le plus possible de leur expliquer, et là, je pense que c'est un autre message à donner. Je crois que ce soit dans le public ou dans le libéral, il y a la case de l'annonce de la pathologie est souvent sautée. Lorsqu'on a un patient devant nous, on regarde ses chiffres, on regarde sa MAPA et puis on lui met une ordonnance, on lui donne. Et on n'a pas développé cette consultation d'annonce qui doit au moins faire 30 minutes où on doit tout expliquer à nos patients, et ça va garantir l'observance du traitement et garantir le régime pauvre en sel. La deuxième chose que j'essaie de faire, et là je m'aide beaucoup de la technologie, notamment des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et il y a je vais pas faire de pub en citant la chaîne, mais il y a des documentaires sur comment traquer le sel. Il suffit de taper comment traquer le sel dans l'alimentation. Le patient regarde un documentaire de 10 minutes et il va tout comprendre. Et il va vraiment apprendre quels sont les aliments riches en sel et comment manager le sel durant sa journée. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, mais certainement, on doit faire oui. En ce qui concerne, vous savez, dans l'hypertension artérielle, la réduction simplement des apports sodés inférieurs à 5 grammes par 24 heures suffit largement. C'est-à-dire que les malades ne sont pas sous régime sans sel. Ils peuvent manger un peu de sel, mais en quantité réduite par rapport à… Vous savez que les moins Algériens, de 6 grammes par 24 heures. Voilà, les Algériens mangent, les tout venants mangent jusqu'à 10-15 grammes de sel, si ce n'est pas 20 grammes de sel par jour. Donc, pour l'hypertension, c'est juste de réduire à moins de 6 grammes. Mais ils peuvent manger un peu de sel. Donc, les sels de substitution n'ont vraiment pas leur place. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, le docteur Medras insiste de reposer sa question. Quelle est la bonne bithérapie chez un hypertendu grade de migraineux? La migraine, c'est votre spécialité, Madame Krim. Ben non, c'est pour dire, ça c'est pas, parce que comme il est migraineux, donc je suppose qu'il voudrait qu'on lui réponde sur les bêta-bloquants, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je ne crois pas que le traitement de l'hypertension va soigner la migraine. Il faut surtout chercher les causes de cette migraine. Parce que là aussi, c'est un message souvent, voilà. On met sur le compte de l'hypertension
certaines migraines et on peut passer parfois à passer à côté d'authentiques diagnostics. J'ai eu quelques cas de patients malheureusement où les migraines étaient mises à tort sur le compte d'hypertension artérielle alors qu'ils avaient d'autres pathologies beaucoup plus compliquées qu'on aurait pu malheureusement diagnostiquer peut-être un peu plus précocement. Donc, je C'est le crois moment de que conclure. voilà, c'est le moment de conclure. Donc, je vous félicite pour cette excellente présentation et je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Donc, voilà, je redonne la parole et je vous remercie pour cette séance très enrichissante. C'est moi qui vous remercie, Madame Krim. C'est moi qui remercie les laboratoires Frater de m'avoir associé à ce webinaire à vos côtés. Merci. Merci beaucoup, je remercie d'honorables assistance de leur fidélité. Je tiens à remercier vivement nos chers maîtres, professeurs Chtebi et professeur Kerim. Et je tiens, bon, c'est vrai que j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de questions où juste je rassure l'assistante que les questions seront prises en charge et ils seront transmis, ils auront les médecins les réponses par nos délégués sur le terrain. Donc, professeur Chtebi, je vous remercie pour cette excellente présentation qui a été très riche et très claire. Et bien sûr, je remercie professeur Kerim également, avec bien sûr son expérience. Et j'y tiens franchement à remercier professeur Kerim et professeur Chtebi, parce que quand même, c'est parmi les deux professeurs je dirais, sur le national, où ils ont pu quand même faire une excellente collaboration entre le nouveau chef de service et l'ancien chef de service. Donc, bravo à vous et je remercie notre honorable assistance d'avoir partagé ce moment et merci à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Bon week-end à tous. Merci beaucoup.